Bonjour à tous et bienvenue dans l'interview. Notre invitée ce midi est Mathilde El Bakri, députée du PTB à la région bruxelloise. Alors on va parler d'abord de Fadila Lanan qui était à votre place hier sur ce plateau et elle a fait le buzz un peu malgré elle. Elle a dit qu'on ne fait pas de poisson si on sait que le sac poubelle doit être sorti 3 ou 4 jours après. Les réseaux sociaux s'en sont emparés et puis après elle dit mais c'est le PTB qui a mis l'huile sur le feu. Premièrement, je pense qu'on a tous bien ri des bons conseils culinaires de Madame la secrétaire d'État. Maintenant, ce qui est plus sérieux dans ce dossier, c'est qu'on voit que le gouvernement s'obstine à vouloir faire passer un plan dont personne ne veut, et en plus, a le culot de nous dire ce qu'on doit manger, etc. Alors, avec le PTB, effectivement, on s'est opposé au plan Lanan depuis le tout début. Depuis le tout début du dossier. D'ailleurs, on appelle les Bruxellois à signer notre pétition pour le maintien de 2 collectes de sacs blancs par semaine. Parce que l'idée, c'est d'en supprimer une. C'est ça, effectivement. Alors, si l'objectif, c'est de favoriser le tri, alors ce qu'on devrait faire, c'est justement augmenter le nombre de collectes par semaine et non pas de le diminuer. Son argument à elle est de dire si on ne relève les sacs blancs qu'une fois par semaine, les gens seront plus incités à trier et à mettre dans les autres poubelles pour pas que cette poubelle blanche gonfle. C'est ça, mais le problème, c'est peut-être que Mme Lanan ne prend pas en considération la vie quotidienne des ménages. Donc, je ne sais pas où Mme Lanan vit. Moi, personnellement, je vis dans un 2 chambres. Mes sacs poubelles, ils sont à 2 cm de mon four parce que je n'ai pas de jardin, je n'ai pas de balcon. Et donc, entre nous, je préfère manger du poisson que des petites mouchettes. Et à un moment, si ce n'est pas possible, il faut prendre en réalité la réalité. Il y avait une vidéo humoristique du PTB en montrant les sacs poubelles qui proliféraient dans les appartements. L'arrivée du sac orange pour les déchets organiques, c'est quelque chose qu'il ne fallait pas faire? Mais il faut le faire, c'est très bien, mais il ne faut pas l'imposer. Je pense qu'il faut laisser le choix. C'est pas obligatoire ici. C'est ça, ce n'est pas obligatoire, mais le problème, c'est qu'on retire un sac blanc, donc quelque part, les ménages ne vont pas avoir le choix. Ouais. Comment est-ce qu'on fait pour atteindre l'objectif imposé finalement par l'Europe, qui est de 50% de recyclage en 2020? Je pense qu'on doit s'inspirer justement d'autres exemples européens. Il y a des villes en Europe où on a réintroduit les déchetteries à proximité, où il y a dans les logements des cours intérieurs où on peut aller déposer ses déchets. Mais de toute manière, garder ses déchets dans son appartement, ce n'est sûrement pas une solution. Alors, depuis aujourd'hui, c'est le retour progressif du courrier. On sait qu'il y a eu plusieurs jours de grève chez Bipost et on a appris que Bipost recrute des intérimaires. Alors, officiellement, c'est pas pour remplacer les grévistes, mais c'est pour résorber tout le travail accumulé. Votre réaction? Ma réaction, premièrement, c'est de rappeler que Bipost, c'est une entreprise qui fait plus de 480 millions de bénéfices en 2014, alors que ses travailleurs sont pressés comme des citrons. J'ai rencontré récemment une postière qui a 2 enfants et qui est mariée et qui me raconte que, oui, du jour au lendemain, elle va voir son salaire diminuer de 300 € et elle va se voir imposer des changements d'horaire à 1 heure, jusqu'à 1 heure avant l'entrée en service. Je ne sais pas si vous imaginez les conséquences que ça peut avoir, non seulement au niveau socio-économique, mais aussi au niveau du droit social, de la vie sociale. Alors ça, c'est au niveau du fond de la grève. Puis alors, il y a la forme, on bloque tout. On a vu des avocats, par exemple, qui sont bloqués. Les convocations pour le tribunal n'arrivent plus. Hier, le tribunal a fait lever les piquets de grève chez Bipost. Vous pouvez comprendre une telle mesure? Non, moi je comprends surtout la colère des travailleurs qui se mettent en grève. Et aujourd'hui, ce qui m'inquiète profondément, c'est qu'on est en train d'attaquer dangereusement ce droit de grève qui, rappelons-le, est quand même à l'origine, à la base de toutes nos avancées sociales et démocratiques en Belgique, comme les congés payés, comme l'interdiction du travail des enfants, comme la semaine des 38 heures. Mais est-ce qu'il n'est pas temps de passer à autre chose, une autre forme d'action syndicale? Parce que ces derniers temps, on critique beaucoup cette forme où on a bloqué des autoroutes, où il y a des dommages collatéraux, si on peut dire. Est-ce qu'il n'est pas temps de passer à autre chose? Mais ce que je constate, c'est que les syndicats sont en réflexion sur leur mode d'action. Mais ce qui, moi, me fait peur, c'est que certains partis de droite essayent d'instrumentaliser les événements tragiques de la semaine passée pour arriver à des fins politiques, arriver à faire passer un agenda caché qui est la criminalisation des mouvements sociaux,
c'est un mouvement... C'est un terme fort, ça, criminalisation. Hein. Oui, effectivement, mais je pense que moi, ça me fait penser à tous les mouvements qu'il y a eu en Angleterre dans les années 80 avec Thatcher, qui a effectivement cassé les mouvements sociaux. Résultat des courses, un contre-pouvoir affaibli et une société dans laquelle les inégalités ont littéralement explosé. Mais ici, le droit au travail, elle est reconnue par une charte européenne sur le même pied que le droit à la grève. Est-ce qu'il ne doit pas être valorisé? On entend des propositions en disant, ben voilà, maintenant il faudrait peut-être dire mandater les tribunaux pour faire un peu l'équilibre entre les deux éléments. Effectivement, mais je pense que c'est un peu culotté de parler de droit au travail quand on sait qu'il y a 600 000 chômeurs en Belgique, quand on sait que le gouvernement refuse toute la concertation sociale, quand on sait qu'on est face à un gouvernement qui nous impose de travailler plus longtemps, qui gèle nos salaires et qui en plus nous demande de nous taire et d'accepter toutes des conditions qui pourtant sont des mesures qui n'étaient dans aucun programme politique à la base. Est-ce qu'il va falloir doter les syndicats d'une personnalité juridique? Mais je pense que c'est aux syndicats à en faire le choix. Ce n'est pas au gouvernement à imposer aux syndicats si oui ou non ils doivent se doter de cette personnalité juridique. Alors, logement, c'est un peu votre cheval de bataille à la région bruxelloise. Vous revenez de Vienne. Pour vous, Bruxelles doit s'inspirer de l'exemple de cette ville autrichienne. Mais oui, effectivement. Et s'il y a une chose à retenir à Vienne, c'est la manière dont la ville a gardé le contrôle sur sa politique foncière. C'est un modèle qui va complètement à l'encontre du modèle bruxellois, où justement, à Bruxelles, on a fait le choix politique conscient de confier les clés du marché immobilier aux spéculateurs. Et ce qu'on voit, c'est qu'en retour, le droit au logement n'est plus du tout assuré, que les spéculateurs immobiliers ne savent pas répondre à ce droit basique. Et ce qu'on veut avec Vienne, c'est vraiment d'avoir un modèle de société à plus long terme, de pouvoir réfléchir à chaque mètre carré bâtissable, à chaque mètre carré transformable. Qu'est-ce qu'on va y faire, comment on va le faire et surtout pour qui on va le faire. Oui, mais à Vienne, les pouvoirs publics sont propriétaires du terrain. À Bruxelles, la plupart des terrains appartiennent aux privés. Mais effectivement, mais le fait que Vienne détienne en fait une large partie du terrain et des logements a une influence sur l'ensemble des prix. Donc, de l'autre côté, Vienne collabore aussi énormément avec le secteur privé pour tous les ans créer plus de 6 000 logements subventionnés, ce qui répond effectivement aux besoins des Viennois. Et comment il faudrait faire alors ici ? Mais ici, il faudrait reprendre effectivement possession de notre politique foncière. Donc, on est dans une situation où quand il s'agit de construire, on nous dit qu'on n'a pas le budget, on nous dit que ça prend beaucoup de temps, on nous dit que c'est difficile. Et de l'autre côté, on voit émerger à Bruxelles, sur le reste des terrains qui nous restent, des projets de luxe. Et je pense particulièrement à la Upside Tour, qui est un projet qui est sorti de terre en moins de 5 ans, qui est un très beau projet, mais qui malheureusement reste inaccessible pour la majorité des Bruxellois. Oui, mais il peut y avoir des logements de type différent. On ne peut pas s'empêcher de faire des logements de luxe non plus. Bien sûr, mais de l'autre côté, on est dans une situation où on a environ 39 000 logements sociaux à Bruxelles, alors que sur liste d'attente, on est aujourd'hui à plus de 40 000 ménages qui sont inscrites, qui sont en attente d'un logement social. Le dernier baromètre social vient de confirmer que c'est 7 000 nouveaux dossiers qui sont introduits chaque année. Et donc, à cette allure, d'ici 2020, on aura atteint quasi les 70 000 demandes. Alors, construire des logements publics, ça prend du temps, ça coûte très très cher. Ça empêche peut-être aussi de mener d'autres politiques. Est-ce qu'il n'y a pas des autres alternatives? On a beaucoup parlé de l'encadrement des loyers. C'est quelque chose ça, qui doit aboutir pour vous? Oui, effectivement. Et d'ailleurs, le PTB vient de déposer une proposition dans ce sens pour réellement faire baisser les loyers à Bruxelles. L'objectif, il est double. C'est premièrement de protéger le pouvoir d'achat des Bruxellois dans une situation où les loyers ont augmenté de plus de 45% en 10 ans. Donc, ça représente pour un loyer moyen 250 € par mois en plus. Mais c'est aussi une mesure qui va permettre de fixer des prix selon des critères objectifs. Et je pense, par exemple, au nombre de mètres carrés, au nombre de chambres ou à la situation du logement. Alors, on a vu dans le journal ce matin le CDH qui revient avec une proposition qu'on avait déjà entendue. C'est celle de la maison de société, un peu sur l'image de la voiture de société.
Finalement, on donnerait une allocation, l'entreprise paierait une allocation qui permettrait soit de rembourser son emprunt, soit de compenser son loyer. Est-ce que la région doit se lancer dans une négociation avec le fédéral pour obtenir cette possibilité? Pour le PTB, c'est une mesure qui est dangereuse dans le sens où elle va gonfler en fait les prix de l'immobilier. On le sait, les prix du logement à Bruxelles sont surévalués. On gonfle de manière continuelle, de manière artificielle les prix. Et donc une telle mesure ne règle pas le problème à la source, mais va l'amplifier justement. La réforme fiscale immobilière qui était présentée ici, elle apporte des solutions à cette problématique? Mais pas spécialement, malheureusement. Donc, on a parlé, entre autres, de l'augmentation du précompte immobilier. Et le risque premier, et c'est la grosse question qu'on se pose avec le PTB, c'est dans quelle mesure l'augmentation du précompte immobilier ne va pas se répercuter justement sur les locataires en faisant augmenter davantage les loyers. C'est pour ça qu'avec le PTB, on pense que la question principale qu'il y a derrière et qui doit être posée quand on parle de réforme fiscale, c'est la question de la répartition des richesses, parce qu'il y en a véritablement assez pour tout le monde. À Bruxelles, il faut rappeler que notre région est la 3e région la plus riche d'Europe. Et pourtant, on est dans une situation où une personne sur 3 vit dans la pauvreté. Mais ici, avec cette réforme, est-ce qu'on n'aura pas plus facilement accès à la propriété? Ça ne permettra pas de démocratiser cet accès à la propriété, puisqu'on va diminuer fortement les droits d'enregistrement. Mais effectivement, l'abattement des droits d'enregistrement, c'est un très bon exemple. C'est une bonne chose. Mais encore une fois, c'est à double tranchant et parce qu'effectivement, ça va permettre aux revenus, aux ménages d'accéder plus facilement à la propriété. Mais encore une fois, ça ne règle pas le problème et le risque de faire gonfler davantage les prix du loyer. C'est pour ça que la proposition du PTB sur l'encadrement des loyers a toute son importance pour éviter cet effet pervers. Alors, autre élément d'actualité, c'est une mission en Israël qui est prévue ici pour la fin novembre. Alors, on se rappelle qu'il y avait déjà une mission qui avait été prévue en 2014. Avec l'actualité internationale, elle avait été annulée finalement. Ici, vous demandez l'annulation encore de celle-ci? Oui, effectivement. Et on demande en fait aussi la fin de toutes les relations économiques avec l'État d'Israël, qui est un État qui ne respecte pas le droit international. Israël est condamné chaque année par la communauté internationale et par l'ONU pour violation des droits de l'homme, pour violation des droits de l'enfant, pour non-respect des conventions de Genève. Donc c'est important pour nous que la région envoie un signal clair de ne pas soutenir un régime d'apartheid. Je pense que ça aurait choqué tout le monde que dans les années 80, on envoie une mission économique en Afrique du Sud. Ici, la secrétaire d'État Cécile Jodogne répond que le SPF Affaires étrangères n'a émis aucune réserve, aucune recommandation politique par rapport à ça et que l'Union européenne n'interdit pas non plus les relations commerciales, n'a pas changé ses relations commerciales? Alors j'invite Madame Jodogne à se référer aux rapports internationaux qui prouvent que l'économie israélienne est imbriquée dans la colonisation illégale des territoires occupés et est imbriquée dans l'industrie militaire en Israël. Et si Bruxelles se désolidarise de l'État fédéral sur cette position de l'Union, est-ce qu'il n'y a pas un risque finalement de défavoriser les entreprises bruxelloises qui fournissent quand même du travail aux gens? Je pense que la question à se poser, c'est est-ce qu'on veut vraiment faire du commerce à tout prix avec un État qui viole systématiquement le droit international? Est-ce qu'il n'y a pas des limites à mettre? Moi, je n'ai pas de souci si demain Israël se met à respecter le droit international, les conventions de l'ONU, les droits de l'homme et les droits de l'enfant. Très bien, je vous remercie d'être venu sur ce plateau. Je vous remercie de nous avoir suivis. Demain, l'invité de l'interview sera Bernard Clairfaillet. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée.